Salam alaikum. Bon, bonjour. Mon nom est Foura Mohamed. Je suis enseignant d'architecture au département d'architecture de l'université Constantine III. Et je vais vous présenter donc, un cours sur l'histoire critique de l'architecture qui fait partie du programme du programme de formation de la licence en architecture au sein de l'université Constantine III. Alors toujours dans le thème sur la préhistoire et les premiers refuges, nous allons donc voir un quatrième point, donc c'est un quatrième cours sur sur les tombes et les temples funéraires durant la préhistoire. Donc voilà des généralités sur donc, les tombes et les temples funéraires. Les tombes funéraires donc, du Nouvel Âge. Donc voilà, les hommes du Néolithique ont donc acquis une confiance sur leur capacité donc, à apprivoiser et contrôler la nature. Donc c'est ce qui a été dit dans le cours précédent. Cette période donc, va donc voir naître un intérêt grandissant donc, pour les cycles naturels comme le temps, le corps céleste, par exemple le soleil et la lune. Les hommes aussi, donc les hommes du Néolithique, ont appris à faire donc la différence entre espace et lieu, les lieux sacrés par rapport aux lieux de tous les jours. Et en conclusion, on peut dire que pendant le Néolithique, donc nous sommes témoins de la naissance d'une architecture funéraire et qui va donc prendre une grande importance. Ayant satisfait ses besoins fondamentaux, donc l'homme du Néolithique va donc chercher à vaincre la peur de l'inconnu. Donc les hommes préhistoriques avaient beaucoup peur donc des certains aléas de la nature. Alors ceci est nécessaire donc pour donc les hommes du Néolithique afin de comprendre des forces de la nature qui à la fois nourrit et détruit. Donc l'homme préhistorique va donc chercher à comprendre les corps célestes et les cycles météorologiques. Il va rechercher à savoir comment contrôler donc, la nature grâce à certains rituels et même à la magie. Peu à peu, donc, nous allons donc voir l'introduction de l'idée de religion. Mais il y a toujours cette confusion donc, entre la mort et la vie, après la mort, qui va conduire à donc l'introduction de tombes. Donc les hommes du Néolithique vont enterrer leurs morts. Les tombes sont la preuve de grandes différences dans la société. Durant la période du Néolithique, nous allons donc voir donc, l'apparition donc, de deux sortes de bâtiments. Donc on a les bâtiments religieux et des bâtiments donc, pour les rituels. Alors pour les bâtiments religieux, on a donc beaucoup de preuves sur donc, les premières pratiques religieuses. Généralement, donc, ce sont des bâtiments utilisés pour les rituels donc, liés donc, au culte et à la religion. Alors, des exemples ont été découverts dans les sanctuaires intégrés de Çatalhöyük qu'on a vu dans le cours précédent. Alors, concernant donc les bâtiments dédiés aux cérémonies de rituels, on a donc les bâtiments dont les fonctions ne sont pas entièrement certaines, généralement associées aux activités cérémonielles religieuses. Il y a aussi des activités qui peuvent être liées à la religion, comme l'exemple de l'alignement de pierres de Karnak, donc le cromlech de Carnage, ou du cromlech de Stonehenge en Angleterre qu'on va voir un peu plus loin dans ce cours.
Donc en conclusion, on peut dire que donc, les bâtiments religieux et funéraires ont été introduits donc, dès le néolithique. Le néolithique, voilà, on va voir donc l'émergence de bâtiments funéraires tels que donc les tombes utilisées pour l'enterrement et les rituels pour les morts. Exemple, les dolmens qu'on va voir tout de suite. Concernant donc les tombes, nous avons l'exemple de Newgrange en Angleterre, donc, qui donc, a été construit vers 3200 avant notre ère et qui a été construit donc, bien avant la grande pyramide de Gizeh et bien avant Stonehenge, qu'on va voir donc un peu plus loin. Donc Newgrange est un exemple remarquable d'une tombe à couloir. Donc, pour pénétrer, donc, il y a un long couloir. C'est une caractéristique de la période néolithique des tombes à couloir en Irlande, souvent donc circulaires et généralement au sommet d'une colline. Le nom vient des longs passages couverts menant d'une petite entrée au cœur de la structure. Voyons maintenant un peu en détail cette tombe donc à couloir. Alors, à droite, on voit l'intérieur et on voit donc l'espace donc du cheminement qui est donc une voûte en encorbellement avec des pierres du passage souterrain. Donc ce sont des pierres qui ont été qui ont été assemblées donc, pour créer ce passage. Alors, à gauche, on a un plan donc, de la tombe en couloir, un plan. Donc voilà, on a le couloir qui mène donc vers la chambre funéraire. En dessous, nous avons une coupe donc, longitudinale et tout à fait en bas, nous avons une coupe latérale. Tout ça donc, pour expliquer cette tombe à couloir de Newgrange en Irlande. Il est aussi intéressant de parler de ce complexe de temples funéraires sur l'île de Malte, qui a été donc supposé être construit entre 3600 et 3200 avant notre ère. Alors, dans ce complexe, nous avons une organisation spatiale très subtile qui consiste en un certain nombre d'espaces tels que donc une avant-cour du temple, des maisons d'habitation, et bien sûr donc des temples, bien sûr les temples, des chambres et même un réservoir d'eau. Encore un mot sur ce complexe de temples sur l'île de Malte, donc Agar Kim, pour d'abord montrer donc, la structure de cette construction. Donc, on voit donc, ici l'entrée vers ce complexe de temples qui consiste, comme on le voit, en de grosses pierres, donc grosses pierres qui rappellent des dolmens. Effectivement, les dolmens, ce sont deux pierres verticales et une pierre horizontale. Alors, ceci est pour montrer donc une caractéristique intéressante de ce complexe de temples à Agar. Alors maintenant, on va voir les monuments mégalithiques ou les mégalithes. Alors les mégalithes, ce sont généralement donc des pierres brutes, ne sont pas donc sculptées. Alors, concernant ces mégalithes, donc, on a trois sortes de pierres. On a d'abord donc des pierres isolées qu'on appelle donc les menhirs. Alors généralement, ce sont de grosses pierres verticales.
Alors, sans doute pour marquer l'endroit d'un enterrement, donc d'une tombe. Ensuite, on a les dolmens. Alors, les dolmens donc, qui consistent en deux pierres horizontales, deux pierres verticales, donc supportant une grosse pierre horizontale. Alors, généralement, le dolmen est un lieu de rituel. Alors, ensuite, on a les cromlechs qui sont un ensemble de mégalithes, généralement donc circulaires. Donc, les cromlechs, bon, on va voir donc des exemples de cromlechs. Concernant les menhirs, il est intéressant donc de parler du site qu'on appelle les Pierres de Carnac en Bretagne, en France. Alors ce site date d'environ 4500 à 3300 avant notre ère. Alors comme on a dit, le nom du site, les Pierres de Carnac, c'est l'un des ensembles archéologiques les plus déroutants au monde depuis des centaines d'années. Et effectivement, ces pierres mégalithiques existent donc, autour du village donc, de Carnac en Bretagne depuis donc, la période mégalithique. Donc les pierres donc, présentent des alignements formés de menhirs. C'est vraiment de très longs alignements qui consistent en des menhirs. Le site se compose de plus de 3000 menhirs préhistoriques. Ces menhirs donc, ont été bien sûr taillées dans la roche locale, donc un peu plus loin, et elles ont été ramenées pour être érigées donc, par les habitants donc, pré-celtes de la Bretagne à cette époque donc, néolithique. En fait, on peut dire qu'il s'agit de la plus grande collection de pierres de ce type au monde. Un cromlech intéressant, c'est celui de Almendros au Portugal. Ce cromlech, donc, qui a donc une forme circulaire, avec à l'intérieur des menhirs, est très intéressant parce que les menhirs semblent être polis. C'est pour cela que le cromlech de Almendros ne ressemble pas donc aux autres qu'on va voir dans un instant. Donc ce cromlech date de 7000 ans, donc pendant la période néolithique, au Portugal, comme on l'a dit. Alors, par qui il a été fait? Il a été fait donc par des chasseurs qui ont suivi les migrations saisonnières de leurs proies. Les êtres humains, donc, dans cet endroit, ont commencé à cultiver leur propre terre et à élever leurs propres animaux pour donc être mangés. Ainsi, des populations aux racines sûres et aux personnalités bien définies ont commencé à croître tout simplement dans cet endroit. Là, on a un cromlech. Donc, en Angleterre, oui, on a ce genre de cromlech. Donc, généralement, le cromlech est de forme circulaire. Alors, le cercle est une forme mythique et les hommes de la préhistoire, donc, l'ont beaucoup utilisé avant d'aller vers donc, les formes plus droites, carrées et sans doute que l'homme préhistorique, voilà, lorsqu'il lève les yeux au ciel, qu'est-ce qu'il voit? Il voit donc le soleil ou la lune qui sont donc de forme arrondie. Voilà. Et c'est ça peut-être qui les a influencés pour utiliser donc des formes circulaires. Alors dans ce cromlech de Swindside, dans le nord de l'Angleterre, donc, ce genre de cromlech sont beaucoup plus rares que les autres monuments mégalithiques, dolmens et menhirs. Alors, la plupart paraissent datés en Europe, donc vers 2500 avant notre ère. Alors maintenant, il y a le cromlech le plus célèbre,
donc le plus célèbre mondialement, c'est donc le cromlech de Stonehenge, donc au sud-ouest de l'Angleterre, qui est un cromlech donc très insolite. Alors c'est un monument mégalithique composé donc d'un ensemble de structures circulaires concentriques. Donc ce qu'on voit ici, c'est ce qui reste. C'est un petit peu ce qui reste du site de Stonehenge. Alors, dans cette diapo, à gauche, on voit donc ce monument donc, datant du 6e millénaire un petit peu l'évolution donc de sa réalisation. Voilà. Donc là c'est la première étape, là c'est la deuxième étape et là c'est donc la troisième étape. Donc il y a trois étapes donc pour construire donc ce cromlech de Stonehenge. Donc il consiste en un double cercle de pierre levé, réuni deux par un linteau de pierre. Donc, on va voir ça. La voie d'accès au monument, comme voit là, donc il y a une voie d'accès donc centrale, elle est bordée de menhirs et orientée vers le soleil levant au solstice d'été. Alors le solstice d'été, ça correspond donc au 21-22 juin, donc c'est le jour le plus long et c'est le jour où le soleil il est au zénith, il est donc à la verticale par rapport donc au centre du cromlech de Stonehenge. Alors, on voit dans ce vaste complexe un sanctuaire donc voué au culte du soleil. Concernant donc ce qui reste, donc le cercle principal, il est formé donc de trilithes. Donc ça veut dire trilithe, ça veut dire constitué de trois pierres, deux pierres verticales et une pierre horizontale. Donc voilà, le cercle formé de trilithes à Stonehenge, donc avait donc deux fonctions, un observatoire astronomique et un calendrier solaire. Le soleil se lève donc sur la pierre de talent. Donc alors la pierre de talent, elle se trouve donc sur l'axe qui mène vers donc le sanctuaire. Et donc le soleil se lève sur la pierre de talent pendant donc le solstice d'été. Alors comment donc a été construit ce cromlech de Stonehenge? Alors, bien sûr, la construction d'un tel ensemble va exiger l'emploi donc d'une main-d'œuvre considérable, donc beaucoup d'hommes, et donc c'est des gens donc, qui vont ramener des blocs de pierre lourds de 7 tonnes, qui viennent en effet d'une carrière située à plus de 100 km à vol d'oiseau. Effectivement, la seule carrière donc, se trouve à de 100 km du site. Alors, comment on a ramené ces pierres? Pour les uns, elles ont été acheminées sur des radeaux, le long des rivières, voilà. Et pour les autres, tout simplement, ces pierres ont été traînées sur le sol par l'intermédiaire de cordages et elles ont été traînées donc jusqu'au site, voilà. Ces blocs étaient finalement mis en place au moyen de traîneaux et de rouleaux de bois, comme on le voit donc sur la diapo. Alors voilà quelques détails donc du cromlech de Stonehenge, voilà, et on voit donc ce que c'est qu'un trilithe. Un trilithe, voilà, c'est une sorte de portique tout simplement. La hauteur d'un mégalithe est d'environ 6 mètres. Le linteau qu'on voit, donc le linteau, donc c'est donc la pierre verticale. La pierre verticale, elle est donc sur deux pierres. Alors bien sûr, donc les pierres verticales sont enfouies dans le sol, à environ 1 mètre, 1,20 m pour assurer donc sa stabilité, et donc les poids des pierres est d'environ 5 tonnes. Alors, autre détail, donc une vue donc, de l'intérieur d'une rangée de trilithes. On voit bien donc là donc
les pierres verticales sur lesquelles on a mis les pierres horizontales qui donc sont une sorte de linteau. Alors là, donc on est à l'extérieur donc du cercle. Hein, et on voit donc les blocs de pierre verticales, donc pierre levée, et les linteaux. Et effectivement, ici, ça nous rappelle un petit peu les temples grecs, mais les temples grecs vont venir plus tard. Et les pierres qui vont être utilisées donc, pour les colonnes, les chapiteaux et les linteaux ont été finement ont été à l'époque ont été finement réalisés. Alors voilà un détail donc d'une pierre levée, d'une pierre verticale, sur laquelle on voit donc deux pierres horizontales, deux linteaux. Donc on voit ici comment donc à l'époque on a donc pris soin d'arranger les pierres de cette manière-là. Alors voilà donc pour ce cours. Donc voilà, maintenant donc on a quelques références bibliothèques spécialement donc sur Stonehenge. Voilà, donc merci de votre attention et au prochain cours.